Il y a des signes qui ne trompent pas. Si vous voyez des personnages ultra stylés, qui parlent de tout et n'importe quoi, Don't be telling me about foot massages. I'm the foot fucking master. avant de se mettre sur la gueule, sur une musique grave cool, vous êtes certainement en train de regarder un film de Quentin Tarantino. De cinéphile boulimique à cinéaste postmoderne, il n'y a qu'un pas, et Tarantino l'a franchi. En mélangeant ses influences variées dans un mash-up filmique protéiforme où tous les genres s'entrechoquent, il fabrique un style immédiatement identifiable et un univers exubérant, où l'on mange, on danse, on discute, on tue, et on se promène pieds nus. Ensemble, on va revenir de façon transversale sur la filmographie de Quentin Tarantino, analyser son style, sa manière de faire des films, et étudier ses gimmicks, en s'attardant sur chacun de ses 9 longs métrages, et en essayant de respecter une certaine chronologie, même si cela peut s'avérer compliqué, tant ces films ont tendance à se répondre les uns aux autres. Évidemment, il y aura des spoilers, mais n'oubliez pas que dans un film, l'important ce n'est pas tant l'histoire, mais la manière de la raconter. I think this just might be my masterpiece. Tarantino a l'habitude de structurer ses films comme un livre, en chapitres. Le premier chapitre de sa carrière se doit de raconter son enfance, passée à fréquenter assidûment les salles de cinéma de son quartier ou à regarder la télé. Plus tard, le jeune Quentin travaillera dans un cinéma pornographique en tant qu'ouvreur, puis projectionniste, avant de trouver un emploi dans un vidéoclub. Durant cette période, il découvre le cinéma classique, les films d'action asiatiques, la nouvelle vague française, italienne, le western américain ou spaghetti, sans oublier les cinéastes contemporains. Avec l'aide de son ami Roger Avary, il va écrire ce qui sera son premier véritable long métrage en tant que réalisateur, Reservoir Dogs. Remarqué en 1992 au Festival du film de Sundance et fortement inspiré par City on Fire, un polar hongkongais sorti 5 ans plus tôt et dont il emprunte l'intrigue, Reservoir Dogs est un film de braquage qui choisit de ne jamais montrer le casse par souci d'économie. Avec son budget rikiki de 1,2 million de dollars, Tarantino préfère se concentrer sur le lieu de rendez-vous où les criminels sont censés se partager le butin. Évidemment, parmi les braqueurs, il y a un flic infiltré et un psychopathe. Le film commence dans un diner, lieu emblématique chez Tarantino, où les criminels discutent autour d'une table pendant que la caméra tourne autour d'eux, les dévoilant chacun leur tour. La discussion, elle, tourne autour d'une interprétation originale des paroles de Like a Virgin, la chanson de Madonna. It's all about this Coos, who's a regular fuck machine. I'm talking morning, day, night, afternoon. Dick, 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 dick. How many dicks is that? A lot. Dès les premières secondes de son premier film, l'importance de la pop culture dans le dialogue tarantinien se fait déjà sentir. D'autant plus que c'est lui-même qui parle le plus. L'auteur en profite pour esquisser brièvement, mais efficacement, la personnalité de chacun des personnages en quelques lignes de dialogue seulement. Le boss, le gars sympa, le cinglé, celui qui ne veut pas laisser de pourboire. You don't tip? No, I don't believe in it. La séquence s'achève en fondu au noir, pendant que la voix d'un présentateur radio vient introduire un autre élément important du cinéma de Tarantino, et sûrement le plus identifiable. La musique. Au cinéma, il y a différentes façons d'utiliser la musique. On peut faire appel à un compositeur qui va créer une musique originale pour le film, ou piocher dans des musiques préexistantes. Chez Tarantino, on est en général dans la seconde catégorie. Ensuite, il y a la façon dont la musique intervient dans le film. Elle peut être intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle fait partie de la diégèse, l'univers du film. Elle provient d'une source interne à la fiction, une platine vinyle, un autoradio, ou un personnage qui chante ou joue d'un instrument. C'est une musique que les personnages du film peuvent entendre, sur laquelle ils peuvent danser ou chanter. Mais la musique peut aussi être extradiégétique. Elle est uniquement destinée aux spectateurs et les personnages n'en sont pas conscients, car elle est ajoutée au montage et ne fait pas partie de leur réalité. Dans ses 3 premiers films, la musique chez Tarantino est essentiellement intradiégétique. Les personnages l'écoutent, en parlent, chantent ou dansent dessus. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les films de Tarantino se divisent en 2 courants distincts.
selon que l'utilisation de la musique y soit intra ou bien extra-diégétique. Mais on reviendra là-dessus plus tard. Retour au film. La structure narrative de Reservoir Dogs est non linéaire. Les événements s'y déroulent selon une chronologie bousculée. Tarantino utilise fréquemment une narration déconstruite, s'autorisant des bonds dans le temps et des retours dans le passé. Ici, on saute directement d'avant à après le braquage, et des flashbacks viennent interrompre le récit pour raconter des événements antérieurs. Il y a aussi dans Reservoir Dogs la présence d'une violence ostentatoire, parfois soudaine, parfois vicieuse, toujours percutante, même quand il détourne pudiquement sa caméra pour nous éviter d'affronter l'horreur en face, avant de réintroduire la violence dans le plan, insidieusement, en y amenant une oreille coupée. Chez Tarantino, la violence est souvent décrite comme étant jubilatoire. Le suspense s'étend sur la durée, les séquences s'étirent, elles nous préparent à l'explosion finale, installent des éléments propices au chaos. Le temps se dilate. Le suspense est traité comme le sexe, et l'apogée finale et sanglante qui en résulte en est l'orgasme. Attention, ça gicle. Reservoir Dogs marque l'émergence d'un auteur. On y trouve déjà des idées de mise en scène que Tarantino utilisera tout au long de sa carrière en les perfectionnant, ainsi qu'un style ultra référencé. On y trouve aussi la présence, déjà, de collaborateurs qui seront des complices récurrents de ses films. Autant dans le casting que parmi les artisans du cinéma qui l'entourent, comme sa monteuse Sally Menke. Mais pour réellement imposer un style, il faut d'abord faire un second film. Débarqué sur la croisette en compagnie de son casting 5 étoiles et escorté par ses producteurs attitrés, les frères Weinstein, Tarantino surprend les festivaliers en décrochant la Palme d'Or, au grand désespoir de certains. Le film, rien d'autre que Pulp Fiction. Travolta sirote un milkshake, Bruce Willis se fait des tartines, Uma Thurman sniffe de la coke. Ça boit du whisky, du café, du Sprite, ça bouffe des pancakes, des burgers, ça becte des céréales devant la téloche. Plus qu'assumé, Pulp Fiction revendique son aspect orgiaque. Le cinéma de Tarantino, en général, est généreux en nourriture. Elle sert à rythmer les conversations entre deux bouchées, ou à les remplir quand les personnages parlent d'elle. Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. Elle les définit aussi, comme quand Jules croque avidement dans un burger qui n'est pas le sien. This is a tasty burger. Ou quand le colonel SS Hans Landa sirote un verre de lait. Ou écrase sa clope dans un strudel. Ou quand on vomit du sang et du café empoisonné dans Les 8 salopards. Évidemment, la bouffe participe aussi au suspense, comme quand une discussion tendue s'étire autour d'un verre en milieu hostile. Ou quand on découvre un bonbon dans un lieu inapproprié, ou quand des biscottes déclenchent un carnage. Mais il n'y a pas que la nourriture que l'on trouve à profusion dans les films de Tarantino. Son cinéma est tissé de références et d'influences. Et Pulp Fiction amorce dans sa carrière un virage résolument postmoderne. Le cinéaste agit comme un DJ du cinéma, subtilisant des idées de mise en scène, de personnages, de costumes, de décors, chez d'autres réalisateurs, dans d'autres films, remixant, samplant, et fabriquant du neuf avec du vieux. Dans son second long métrage, on croise Marilyn Monroe par exemple, mais aussi Anna Karina dans Vivre sa vie, ou Louis Brooks dans Loulou. On y croise aussi Steve Buscemi dans le rôle d'un serveur de diner, déguisé en Buddy Holly. Ironie du sort vu que c'était son personnage qui ne souhaitait pas laisser de pourboire dans Reservoir Dogs. No, I don't believe in it. Et de Reservoir Dogs, justement, on retrouve Tim Ross en chemise hawaïenne, mais aussi un penchant pour les costards immaculés, puis sanguinolents, un goût pour les scènes d'introduction dans des diners, et un attrait pour les narrations non linéaires. Ici, la déstructuration du récit est poussée à son paroxysme. 4 histoires se succèdent et s'entremêlent, sans ordre chronologique. Un exercice de style qui sera souvent pointé du doigt comme un gadget scénaristique sans fondement par les détracteurs du film. Mais c'est au contraire la pièce maîtresse de l'œuvre, le gimmick qui est la clé de Pulp Fiction. Déjà, cette volonté de diviser son film en histoires interdépendantes témoigne de la volonté de l'auteur de rendre hommage au pulp, ces petits livres aux intrigues outrancières auxquels le film se réfère de par son titre, allant même jusqu'à en afficher une définition en introduction.
Ensuite, cette volonté de déstructurer la narration participe à en faire ressortir son artificialité. Plutôt que de chercher à créer l'immersion chez son spectateur, Tarantino ne cesse de pointer du doigt le fait que vous êtes un spectateur qui regarde un film. Dans Pulp Fiction, tout est décalé. Des tueurs parlent de massage de pieds et de royal cheese. Des boss de la pègre se font violer. Les portefeuilles caractérisent leurs propriétaires. Find my wallet. Which one is it? It's the one that says bad motherfucker. Avant que le réalisme cru ne vienne faire irruption dans cette fiction sirupeuse par un braquage, un meurtre, une overdose, un accident de voiture. C'est en cela que le cinéma de Tarantino est postmoderne. Pour faire simple, une œuvre postmoderne serait une œuvre qui se nourrit de la somme de toutes les œuvres qui l'ont précédée. C'est une œuvre qui met en avant son artificialité, qui met en lumière les mécanismes de sa conception. Chez Tarantino, on trouve toutes les formes de postmodernisme au cinéma. La parodie, le pastiche, le métafilm. Il y a aussi bien sûr la narration non linéaire, le découpage en chapitres, mais aussi les changements de format, de couleur, le grain ou les sautes de bobine. Tous ces éléments qui rappellent au spectateur l'artificialité de l'œuvre qu'il regarde, comme quand il réutilise de film en film des marques fictionnelles qui nous rappellent inlassablement que l'on se trouve dans un monde, celui des fictions de Quentin Tarantino. D'autre part, il utilise des mécaniques de récit usées jusqu'à la corde, et ce de manière ostentatoire, comme cette mallette au contenu étrange, qui est un MacGuffin, un prétexte pour faire avancer le scénario. Il y a aussi ce moment où, pour nous faire comprendre l'importance de cette montre pour le personnage de Bruce Willis, Christopher Walken nous raconte, les yeux dans les yeux, comment cet objet précieux a traversé l'histoire et plusieurs cavités anales. De la même manière, quand Tarantino va chercher John Travolta, un acteur dans le creux de la vague à l'aube des années 90, c'est parce que, dans l'inconscient collectif, Travolta est ce monstre dansant dans Grease et Stayin' Alive. De là, il ne reste plus qu'à offrir à Travolta une scène de danse pour installer l'idée dans l'esprit du spectateur que ce n'est pas seulement le personnage Vincent Vega qui danse à l'écran, mais aussi l'acteur John Travolta. Travolta, c'est aussi, chez Brian De Palma, le personnage principal de Blowout, un film qui en 1981 déjà interrogeait la notion même de film dans le film. Si Pulp Fiction a acquis si rapidement le statut d'œuvre culte, c'est pour sa capacité à renvoyer le spectateur à sa propre culture, à ses références. C'est parce qu'en tant qu'œuvre, le second film de Quentin Tarantino, au-delà de ses dialogues mémorables et de sa bande originale très cool, interroge le processus même de consommer un film. Car Pulp Fiction est une œuvre qui se consomme, comme on consomme de la junk food ou de la drogue. Ce cinéma est un cinéma des icônes du cinéma hollywoodien, du cinéma de gangster, ou comme dans son film suivant, du cinéma de blaxploitation. Dans les années 70, le cinéma de blaxploitation est un courant populaire qui offre à des interprètes noirs des rôles plus valorisants et plus dignes que les rôles secondaires auxquels le cinéma hollywoodien les avait cantonnés jusqu'alors. Du cinéma de blaxploitation viendront des films comme Les Nuits Rouges de Harlem, Blackula ou encore Coffy et Foxy Brown, avec en tête d'affiche Pam Grier, une égérie du genre. C'est avec Pam Grier à l'esprit que Tarantino écrit le scénario de Jackie Brown, l'histoire d'une hôtesse de l'air d'âge moyen qui décide de monter une combine pour s'affranchir de l'emprise d'un trafiquant d'armes qui l'utilise comme mule, afin de faire passer de l'argent en douce. Ici, Quentin Tarantino adapte un roman de Elmore Leonard, son auteur fétiche. Il remplace le personnage principal de Punch Créole, une femme blanche nommée Jackie Burke, par une femme noire nommée Jackie Brown, en référence au rôle de Pam Grier dans Foxy Brown, sorti 25 ans plus tôt. Néanmoins, Jackie Brown n'est pas, à proprement parler, un film de blaxploitation. Il s'y réfère et y rend hommage, notamment en utilisant des musiques directement piochées dans les bandes originales des films du genre, mais son intrigue astucieuse et sa mise en scène évoquent surtout le film néo-noir et le cinéma de Brian De Palma. Jackie Brown prend son temps. Plus apaisé que dans ses deux premiers films, la narration de Tarantino se fait ici plus linéaire, tissant avec patience les trajectoires croisées des différents personnages, avant la grande réunion de tous ses protagonistes dans une séquence lourde en suspense, et hantée par la mise en scène, encore une fois, de Brian De Palma.
L'auteur prend surtout le temps de présenter des personnages très écrits, moins archétypaux que ces gangsters de Reservoir Dogs et Pulp Fiction, mais iconisés, comme dans cette séquence d'intro qui ne lâche pas Jackie d'une semelle, lui donnant vie, en invoquant au passage une autre histoire d'émancipation, celle du lauréat de Mike Nichols avec Dustin Hoffman. Pour animer sa galerie de personnages, Tarantino dispose d'un casting de choix. Robert De Niro, en repris de justice débile, totalement à contre-emploi, sauf dans une séquence très scorsésienne où il dessoude l'exaspérante surfeuse Bridget Fonda. Don't say anything else, okay? Keep your mouth shut. I mean it, don't say one fucking word, okay? Il y a aussi Samuel L. Jackson, encore lui, en trafiquant d'armes, vantard et particulièrement retors. Et aussi Michael Keaton, en flic à la cool. Mais les rôles principaux sont réservés au duo de héros, l'hôtesse de l'air Jackie Brown et son chargé de caution Max, campé par Pam Grier et Robert Foster, deux acteurs vieillissants et un peu laissés sur le bord de la route, mais que Tarantino récupère et emploie à bon escient, comme un certain John Travolta avant eux, ou encore David Carradine, Kurt Russell et d'autres, dans des films futurs. Chez Tarantino, les grands oubliés de l'histoire sont en fait les vrais héros. Jackie Brown n'est pas qu'un hommage à la blaxploitation ou au cinéma hitchcockien de Brian De Palma. C'est une histoire de rédemption, d'émancipation, une histoire de femme forte qui rend coup pour coup et prend une revanche sur la vie. Ce que seront aussi Kill Bill, Boulevard de la Mort et Inglourious Basterds. D'un point de vue formel, Jackie Brown est un film plus sage, toujours traversé de gimmicks tarantiniens, mais plus classiques. Certains diront même que c'est pour Quentin Tarantino l'œuvre de la maturité. S'ils savaient comme ils avaient tort. Hello, my love. I heard a kiss from you.